Si vous voulez, il y a dans la morale kantienne une réalité singulière, la personne, et il y a une réalité historique d'ordre moral qui pose l'universel. Mais quelque part, ils sont séparés. D'accord. Il y a quelque chose qui les raccroche dans le commandement, dans l'ordonnancement, mais quelque part, il y a une incapacité à saisir l'immanence. Or, ce que montre Hegel, c'est qu'il y a dans la rupture entre la morale juive et le surgissement christique de l'amour de l'être, une opposition, et que quelque part cette opposition, elle permet de saisir l'universel vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation entre celui qui perçoit l'universel et l'universel, mais finalement, la perception que le Christ a de l'universel est une perception qui va au bout de l'universel, parce qu'il entre en l'universel et il reçoit l'universel. C'est donc quelque part un automouvement qui contient la singularité en l'universel et l'universel en la singularité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez lu la phénoménologie de l'esprit, et si vous lisez l'esprit du christianisme, même si l'esprit du christianisme est une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre de jeunesse qui déjà s'articule sur les déterminations qui vont produire le problème de l'aliénation et de la séparation. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je pense que même si on n'a pas la même édition Vrin, vous avez l'introduction d'Hippolyte. Oui, tout à fait, ouais. Et Hippolyte, qui a donc été le premier traducteur de la phénoménologie de l'esprit, fait cette remarque extrêmement judicieuse dans l'introduction. Il dit on est encore loin de la formalisation aboutie que nous aurons dans la phénoménologie de l'esprit, mais on a déjà quelque part une démarche méthodologique sur le concept, sur l'extériorisation, sur le développement, qui nous renvoie à ce que sera la phénoménologie. Donc, la grande problématique qui est posée par le destin du christianisme et qui renvoie à la compréhension de la grande rupture radicale et révolutionnaire du Christ par rapport aux écrits vétérotestamentaires, c'est que finalement, grâce à cette perception, qui d'ailleurs renvoie à l'amour, parce que qu'est-ce qui fait que la singularité de celui qui va découvrir l'amour de l'être et qui va entreprendre par le message du Christ la relation d'amour universelle, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre l'homme et le divin, il n'y a plus de séparation entre le singulier et l'universel. C'est en cela qu'est aboli le judaïsme, parce que quelle est la grande problématique du judaïsme? La grande problématique vétérotestamentaire, c'est que le divin est l'autre du monde. Le divin n'est pas en le monde comme l'automouvement du monde. Le divin est quelque chose, c'est le fameux Hachem qui est au-dessus, c'est le grand commandeur, c'est le grand ordonnateur, c'est le grand contractualisant. Et le Christ, en abolissant cela, permet à Hegel de positionner dans l'esprit du christianisme et son destin, le destin de la phénoménologie de l'esprit, qui quelque part réalise la pensée subversive, radicale et universelle du christianisme. Qu'est-ce que l'universel? C'est l'automouvement de la singularité qui saisit la réalité infinie du cosmos et donc du divin. Et qu'est-ce qu'une singularité aboutie dans l'amour de l'être? C'est une singularité qui a accueilli le destin du monde dans l'universel mouvement de l'universel. D'accord, ouais. Et du coup, juste après, justement, il parle du choix. Il dit l'action morale est donc incomplète et imparfaite parce qu'elle présuppose le choix. Parce qu'elle présuppose la liberté, parce qu'elle présuppose des opposés et l'exclusion d'un opposé. Mais du coup, le choix, après, dans la réalité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, le choix, on l'a pas vraiment, en réalité. Alors le choix, au-delà de cet exemple-là, ça positionne le choix
en tant que le choix et le mouvement objectif de la décision. Et il y a Hegel, les présocratiques, Marx. Qu'est-ce que le choix en tant qu'objectivité? Il y a deux choix. Il y a le choix caprice et il y a le choix historique en tant qu'il est une véritable compréhension. D'accord, ouais. Le fantasme des gens tels qu'ils l'ont aujourd'hui, le fantasme narcissique du libre arbitre. Oh, je choisis ce que je veux faire. C'est moi qui décide. Toute cette gymnastique narcissique mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Or, quand je fais ce que je veux, et que je le pose comme ça, en termes non pas objectivés, mais en termes d'individualité narcissique caprice, je ne fais que rendre compte des déterminations aliénatoires du fétichisme de la marchandise, ce que Hegel, dans une conception historique antérieure, appelle l'aliénation. L'aliénation. Donc, ça pose le problème du déterminisme, et ça nous renvoie d'ailleurs à Spinoza et à la substance, quand Spinoza, pour rompre le truc du est-ce qu'il y a du libre arbitre s'il y a du déterminisme, est-ce qu'il y a du déterminisme s'il y a du libre arbitre, tout ça va être résolu par Hegel et par Marx dans une explosion des fausses problématiques, c'est-à-dire que tout est déterminé par la logique du développement des forces productives de l'aliénation historique. Et tout est déterminé, et ça nous renvoie là à Bordiga, quand Bordiga dit quelque part en faisant la synthèse de tout cela, même s'il ne le sait pas d'une manière opératoire et claire, le déterminisme n'a rien à voir avec la passivité. D'accord. Le déterminisme n'a rien à voir avec la passivité. Qu'est-ce que dit Spinoza? La compréhension radicale, c'est l'intellection de la nécessité. C'est l'intellection de la nécessité. Donc, à partir du moment où je commence à produire la dialectique d'intellection de la nécessité, je renverse la nécessité et je quitte les territoires factices du faux choix, du choix caprice, du choix illusoire, pour poser la claire compréhension du choix objectif. Je suis le produit des circonstances. Toute notre histoire fait que nous sommes le produit des circonstances. Mais nous ne sommes pas le produit des circonstances, point. Nous sommes le produit des circonstances, virgule, en fonction de la capacité énergétique historique que nous avons d'y réagir. Donc, ça pose la question essentielle que pose le Christ en termes d'émancipation, quand il fait le choix de rompre avec l'alliance vétérotestamentaire, et donc de déchirer la déchirure. L'alliance vétérotestamentaire déchire le lien de l'homme à l'amour, de l'homme à l'universel, et de l'homme aux autres hommes, puisqu'elle l'enferme dans un conditionnement théologique de soumission qui s'appelle la Torah d'obligation. Oui, bien sûr. À partir du moment où le Christ se lève, il abolit la Torah des obligations. Et il dit, la problématique de l'être en le divin, ça n'est pas tu feras, tu ne feras pas, c'est tu te jettes dans l'immanence de l'amour de l'être et tu abolis les commandements. Et il abolit les commandements parce qu'il se confronte aux commandements. Il est le produit des circonstances du commandement, mais contre le chéfisme, contre la hiérarchie et contre la soumission, il met en marche une dynamique anti-domesticatoire où il retrouve l'amour de l'être, en ce sens que l'amour de l'être est l'être de l'amour qui se dresse debout contre tous les servilismes. Et la même problématique, nous, dans nos vies individuelles, sur le choix. Qu'est-ce que vivre? Vivre, c'est choisir. Et on retrouve la problématique qu'on avait déjà énoncée quand nous parlions des présocratiques, et que nous renvoyions à cette fameuse formule d'Héraclite sur les deux bios. Le bios qui dit la vie, mais le bios qui dit l'arc. Et l'arc qui, en lançant la flèche, tue. Or, qu'est-ce que vivre? C'est tuer la mort en nous. C'est donc renverser le poids des circonstances aliénatoires pour faire le choix du vibrer, pour faire le choix du vivre. Donc,
à un moment donné, nous est posé le problème du choix, c'est que nous pouvons renverser le déterminisme de l'histoire. Alors, d'un point de vue historique, manuscrit de 44, Capital et Grundrisse, nous savons tous, en synthèse de Hegel et des présocratiques, que c'est au moment où la crise terminale de la conscience fausse, qui est en même temps la crise terminale du fétichisme de la marchandise, nous savons que c'est à ce moment-là que mondialement, les hommes renverseront l'ordre des circonstances. Nous avons, nous, déjà, en chacune de nos existences, ce cheminement hegelien tel qu'il est posé dans l'esprit du christianisme sur le vrai choix. Bien évidemment, l'humanité s'émancipera de l'ordre de la marchandise quand nous atteindrons le poids collectif de la crise terminale universelle. Mais si l'histoire est un mode de production global, nos existences individuelles sont aussi un mode de production singulier qui résulte de ce mode de production global. Donc, je suis une force productive, vous êtes une force productive, et cette force productive qui est dans le contradictoire de l'aliénation et de la désaliénation, qui est le produit des circonstances, elle n'est pas le produit des circonstances, point, elle est le produit des circonstances, et donc aussi de la dynamique de résistance que nous avons dans nos vies historiques, dans nos vies individuelles, de renverser l'ordre des choses pour trouver le chemin de la vraie jouissance contre les faux plaisirs aliénatoires de la marchandise. Donc là, nous posons la question essentielle, que je pose d'ailleurs avec mes patients au terme de toutes les analyses qui positionnent justement cette vision de compréhension et de dévoilement, le vrai choix. C'est le vrai choix. J'ai en moi, vous avez en vous, nous avons tous en nous, même si la crise terminale n'est pas encore advenue, le choix de poser la radicale dynamique de refus d'être assujettis dans nos vies érotiques, dans nos vies historiques, dans nos vies passionnelles, au faux semblant de la tyrannie marchande. Ouais. Et donc, le choix, c'est décisif. Justement, au niveau du choix, puisque je discutais avec beaucoup de gens au niveau des histoires amoureuses, et puis moi-même, effectivement, je me suis retrouvé dans cette situation-là, où à un moment donné, on fait un mauvais choix, et le mauvais choix a forcément des conséquences, puisqu'on se retrouve dans des situations où, bon, ça c'est un terme très psychologique, mais vous avez sûrement entendu parler des perversions narcissiques, par exemple. Alors, le problème, c'est intéressant, sauf que la perversion narcissique, telle qu'elle est posée aujourd'hui par la psychologie, c'est une imposture. Oui, bien sûr. La perversion narcissique, c'est une programmation industrielle de masse du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que si aujourd'hui la perversion narcissique a pris une telle dimension, c'est parce qu'elle est consubstantielle au fétichisme de la marchandise, et la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie, quand elles posent le problème de la perversion narcissique, elles le posent dans une autonomisation du sujet qui n'a strictement aucun sens. Je ne peux comprendre ce qu'est la perversion narcissique que si je comprends la dynamique ontologique par laquelle le fétichisme de la marchandise a inversé l'ordre des positionnements historiques. Les manuscrits de 44, dans leur introduction générale, quand ils posent le problème du dessaisissement, de l'indistinction, positionnent, et Marx emploie l'expression perversion. Et Hegel, il en parle aussi. L'expression perversion en disant justement le développement de l'aliénation fétichiste produit un pervertir, le beau devient le lait devient le beau, le pur devient l'impur, tout est transmuté dans une alchimie historique. Donc, comprendre la perversion narcissique et sa production industrielle de masse, c'est surtout ne pas avoir les problématiques cucupralines du crétinisme universitaire. Vous avez un bouquin qu'il faut lire, justement, qui est très intéressant. C'est un bouquin qui a rempli une grande fonction économique, commerciale et distractive. C'est le bouquin d'Irigoyen. Irigoyen a travaillé, c'est une psy, je sais pas quoi, et elle a eu une gigantesque aura sur la perversion narcissique. Or, ce qui est décisif dans ce bouquin, c'est qu'à aucun moment, on a une perspective historique ouverte sur le problème de l'aliénation
et sur le problème de l'aliénation de l'érotisme, on a une vision étroite, socio-psychologiste, qui précisément aboutit à totalement innocenter la marche de la marchandise. Ouais, bien sûr. Mais du coup, après, ça a quand même des répercussions, comment dire, assez graves sur les. Ben, j'aime pas ces mots-là parce que ils positionnent toujours dans la psychologie le bourreau et la victime, alors que bon, je préfère à la rigueur parler de maître et d'esclave comme Hegel il en parle. Et, euh, et du coup, en fait, ça laisse quand même beaucoup plus de traces chez quelqu'un qui a été victime de ce genre de choses, plutôt que de celui qui fonctionne tout le temps de cette manière-là, en fait. Et du coup, parce que il y a vraiment une question de reconstruction après, pour pouvoir... et qu'est-ce qui peut être le déclencheur moteur d'une reconstruction et qu'est-ce qui peut être le mécanisme d'une reconstruction possible, quoi. Alors, il faudrait en parler pendant des heures. Donc, des heures, c'est pas possible. Donc, il va falloir faire synthèse. Vous avez bien fait de parler de la dialectique du maître et de l'esclave. Maître et esclave, c'est une traduction qui est pas forcément la meilleure. Parce que esclave, ça donne l'impression que on est dans l'Athènes classique, les mines du Lorion avec l'esclave. Hegel positionne la dialectique de l'asservisseur et de l'asservi. Ça intègre la dynamique de l'esclave, mais ça va beaucoup plus loin. D'accord. Ça positionne une dynamique ontologique générale que l'on retrouve dans le couple. Donc, ça permet d'envisager ce que voit Kojève et ce qu'avait vu Marx, c'est-à-dire la dynamique socio-historique universelle, mais c'est en même temps la dynamique historico-sociale, individuelle du couple. Et j'ai d'ailleurs parmi mes patients des couples qui fonctionnent sur cette dialectique-là. Donc la dialectique du maître et de l'esclave, on en conserve la terminologie maître et esclave si on comprend que c'est une problématique universelle qui n'est pas simplement la problématique du travail, mais aussi la problématique du travail de la représentation, et donc la problématique du travail de la représentation dans l'économie narcissique des échanges qui aboutit aujourd'hui avec le fétichisme accompli de la marchandise. Donc, les présocratiques, Hegel, Marx, il faut toujours se rappeler que la substance même de notre être générique, c'est Eros. C'est-à-dire que je me définis comme un être historique, et je me définis comme un être historique parce que, justement, je suis un être érotique dans l'histoire, et je suis un être historique dans l'éros. Ce qui définit l'homme, depuis Empédocle, c'est la compréhension que ce qui fonde notre générique, c'est l'éros. Et d'ailleurs, les manuscrits de 44, dans le fameux troisième manuscrit qui fait référence à Hegel, Marx articule cette problématique en précisant que la chose qui est la plus naturelle en l'homme, c'est l'amour. Donc, l'amour n'est pas quelque part un terrain où nous avons une partie de notre dimension historique à jouer. C'est quelque part une dimension essentielle, étant entendu que l'éros, c'est aussi la relation sexuelle comme centralité, mais ça n'est pas que la relation sexuelle. Éros, c'est bien évidemment aimer le corps de l'autre, c'est grandir dans la relation de tendresse et d'infinie jouissance avec l'autre, mais se jouir dans l'infini avec l'autre, c'est jouir avec l'autre dans l'infini, au milieu des fleurs, au milieu des plantes, au milieu des forêts, au milieu de la respiration universelle du cosmos. Donc, Eros, c'est bien évidemment faire l'amour au niveau des cœurs et au niveau des corps, mais c'est bien plus étendu que cela, puisque Eros, c'est l'infinie définition de notre incarnation dans le monde. Or, à partir de la révolution néolithique, par le biais justement
de la transformation des communautés en société, se met en marche un processus de domestication qui va domestiquer l'intégralité de notre existence et qui va donc progressivement, puisqu'il domestique l'intégralité de notre existence, domestiquer ce qui structure notre être générique, c'est-à-dire l'éros. Parce que l'éros, qui est notre être générique, c'est en même temps ce qui positionne la critique, la volupté, l'insurrection, le refus de la soumission. Si les hommes, depuis la révolution néolithique, n'ont pas cessé dans de longues insurrections paysannes, puis dans de longues et larges insurrections ouvrières, de se révolter, de s'insurger, du produire du révolutionnaire en contestation pour retrouver la communauté humaine, c'est parce que justement, il y a Eros, c'est-à-dire cette volonté de jouir, cette volonté de s'accomplir, cette volonté de tendresse et de création qui veut que l'homme veut se tenir debout dans l'accomplissement de sa destinée amoureuse, qui est le centre de la communauté. L'être générique de l'homme, c'est d'aller vers les autres hommes. Nous sommes un être profondément communiste, profondément communier, c'est-à-dire que la solitude est notre antithèse. Nous sommes faits pour rencontrer, pour communier et pour constamment fertiliser dans la chaleur humaine. Mais dans cette chaleur humaine, il y a une hiérarchie, il y a une sélection, et au bout de toutes ces rencontres, il y a la rencontre sublime, le coup de foudre radical qui fait que l'on trouve la personne qui représente la communion la plus aboutie, la communion la plus riche, la communion la plus intime, qui fait que par l'acte sexuel, centralité de tous les actes érotiques, nous trouvons la joie sublime de nous définir dans l'infini. Je suis une finitude, et c'est parce que je rencontre une finitude dans une relation érotique parfaitement aboutie que j'entre dans le cycle de l'infinitude du cosmos radical. Donc, l'acte érotique, la relation d'amour, elle n'est pas anodine. C'est quelque chose non seulement de substantiel, de sublime, mais c'est quelque chose qui fonde notre essentialité et qui fonde en même temps notre rapport de subversion à l'ordre de l'aliénation. Plus je suis révolutionnaire, plus j'ai envie de faire l'amour à ma compagne ou à mon compagnon. Et plus je fais l'amour en réalité à mon compagnon ou à ma compagne, plus je suis révolutionnaire. Parce que l'acte de fondation érotique est un acte de subversion radicale qui pose une tendresse infinie au monde et un rejet absolu de la laideur marchande. Donc, si justement le capital a voulu absolument substituer à la volupté radicale le sexe machine des copulations narcissiques de la grande représentation des galeries marchandes, c'est pas par hasard. C'est que ce sexe machine est un truc qui abrutit totalement les populations dans une servilité supérieure. Et c'est pour ça qu'il faut nous éloigner de la vraie jouissance radicale, parce que la vraie jouissance radicale est subversive, et elle fait peur au système. Donc, cette relation-là, elle est décisive, et bien évidemment, si ce qui fonde, même si les communautés organiques primordiales sont des communautés limitées avec des aliénations et des étriquements, il y a une relation érotique qui n'a pas encore été arraisonnée par le développement domesticatoire. À partir de la révolution néolithique et la mise en marche de la politique et de l'économie de la domestication, Eros est confisqué. Alors, entre le Eros qui est confisqué au début de l'aliénation néolithique et le Eros totalement fétichisé dans le temps contemporain, il s'est passé des siècles et des siècles. Et durant ces siècles, la valeur d'échange en mouvement a progressivement domestiqué et assujetti l'Eros. Et j'ai aujourd'hui, dans la domination totalement réalisée et achevée du capital, l'Eros parfaitement colonisé, c'est-à-dire un Eros chosifié, un Eros réifié. Et qu'est-ce qui fonde l'économie politique du fétichisme de la marchandise? C'est ce que dit Marx dans les manuscrits de 44, et c'est ce que reprend Debord dans sa première thèse, et c'est ce que j'ai développé dans l'être contre l'avoir, c'est que, alors que jadis, Eros était une transparence immédiate, aujourd'hui, Eros est devenu une représentation. La séduction. Alors, la séduction est la forme emballage de Eros en représentation. Mais Empédocle ne posait pas simplement la problématique d'Eros, il posait aussi la problématique de Thanatos.
Donc, il y a une contradiction entre Eros et Thanatos. Il y a une contradiction entre la fertilité de vie, qui est jouissance d'amour, et la fertilité de mort, qui est assujettissement à l'écrasement de l'autre. Donc, plus je suis en Eros, plus je suis en contradiction avec Thanatos, et plus Thanatos se répand, plus il éteint, asservit, colonise et renverse Eros. Donc, dans l'ordre de l'aliénation marchande, je suis aujourd'hui dans la domination réalisée du capital, dans le temps le plus thanatique de l'histoire humaine. Et je suis donc dans le temps le plus anti-érotique de l'histoire humaine. Et c'est là où se pose le problème de la perversion narcissique, qui n'est pas une problématique socio-psychologiste. La psychologie est une imposture, la sociologie est une imposture, ce sont des découpés saccadés de notre unité totale qui sont réagencés pour produire des expertises, des commandements et des contrôles sociaux adéquats au développement de la marchandise. Donc, qu'est-ce que la perversion narcissique? La perversion narcissique, c'est le degré absolu de l'impérialisme de la marchandise qui, par rapport au manuscrit 44, par rapport à la thèse 1 de Debord, précise que justement Eros est devenu tout entier une représentation de l'inversion. Dans la communauté traditionnelle et pendant des siècles, Eros, même s'il était en conflit avec l'assujettissement progressif du spectacle de la domination, a maintenu pendant longtemps des espaces de résistance et des espaces de résistance puissants. À partir du moment où la philosophie des Lumières marchandes, à partir du moment où le développement du capital se sont mis en mouvement et qu'on a vu la marchandise non plus être quelque chose qui allait s'emparer du monde, mais qu'elle devenait le cœur du monde, tout s'est positionné dans une relation sociale qui vise non pas à jouir en Eros, mais jouir en Thanatos. De la même manière que le capital est la gigantesque congélation du travail vivant en travail mort, le capital est une gigantesque dynamique de confiscation des vivants en la mort du capital, en la mort de cette gigantesque cybernétique qui fait que l'automate du capital tue la mort en chaque recoin. Je suis en train de travailler là, avec plusieurs patients sur les 120 journées de Sodome et sur la problématique sadienne. D'un point de vue historique, si vous lisez les 120 journées de Sodome, et si vous lisez l'œuvre de Sade, que toute une série de clowns littéraires de la marchandise triomphante représente comme un critisme extrêmement élaboré, intelligent, subversif, vous voyez le passage à la modernité aliénatoire totale. Il dit le capital est une gigantesque accumulation de marchandises. Debord nous dit le capital est une gigantesque accumulation de spectacles. Qu'est-ce que nous dit Sade? Sade nous dit quelque part que la démocratie du désir, dans l'aliénation, est une gigantesque accumulation de corps. Donc on a, dans les 120 journées de Sodome, une apologie de ce qui est en train de devenir l'ordre esthétique de la marchandise érotique en tant qu'elle est l'ordre esthétique de l'anti-érotisme. On va faire souffrir les gens dans une colonisation cérébrale. On va faire souffrir les gens dans une colonisation corporelle. L'œuvre de Sade, elle commence tout doucement et elle finit dans l'horreur. C'est-à-dire que dans l'horreur absolue, on jouit du corps de l'autre, mais en le tuant. Alors on peut le tuer physiquement, on peut le tuer allégoriquement, mais on aboutit dans l'œuvre de Sade qui préfigure justement l'ordonnancement mythologique du capital, à cette fusion Eros-Thanatos par laquelle Thanatos s'empare totalement de Eros pour le reconvertir en production fétichiste aliénatoire universelle. Et la perversion fétichiste, elle est précisément le degré supérieur de l'impuissance absolue de l'homme réifié qui n'a plus aucun contact
à l'incarnation charnelle du véritable universel. Tout à l'heure, quand nous avons parlé de l'universel, on a posé le problème de l'incarnation et on a posé le problème de l'amour de l'être. Pourquoi y a-t-il autant aujourd'hui, dans cette production industrielle de masse d'anti-érotisme, de perversion narcissique? Parce que précisément, on est passé de la transparence de l'être à la représentation féroce du spectacle narcissique, et qu'à partir de là, on a une quantité désormais gigantesque d'individus qui sont en impuissance de jouir, en impuissance de vivre, en impuissance de respirer la beauté et la tendresse du monde. Et à partir du moment où un être n'est pas en capacité subversive, parce qu'on en revient toujours au problème de amour égale subversion, subversion égale amour. À partir du moment où je ne suis plus dans une relation contestataire, d'amour, de tendresse, et dans une relation qui fait qu'il y a la tempête, il y a le tumulte de cette volupté subversive. Je n'ai plus, dans mon rapport aux autres, qu'un rapport de prédation. L'autre n'est plus une rencontre de joie pour avancer en l'universelle compréhension de l'amour de l'être, à la fois en cœur, à la fois en corps, à la fois en théorie, à la fois en pratique. L'autre est un territoire à investir pour ma représentation pathologique. Donc, la perversion narcissique est devenue cette production industrielle de masse du fétichisme de la marchandise planétairement réalisée, parce que l'impuissance absolue à jouir en l'éros de l'être est l'évidence de la totale colonisation des hommes par la voix et la représentation. L'être a été dissous par la représentation et par la voix. Je suis donc désormais dans des dialectiques sociales, historiques, de rencontres sur le cheminement de la représentation, sur le cheminement de la prédation, sur le cheminement de l'acquisition, sur le cheminement de l'appropriation. L'amour est par essence une anti-appropriation. Quand je rencontre l'autre dans une dynamique d'amour, je ne me l'approprie pas. Je me donne. Je me donne à l'autre dans une donation, dans une énonciation qui produit une unité supérieure qui, et il faut toujours repartir sur la racine indo-européenne amor, AMR, le grandir. Aimer, c'est se donner en un grandir, qui crée une unité supérieure, qui fait qu'à chaque seconde, nous nous désapproprions l'ordre de l'appropriation parce que nous nous donnons dans une énonciation qui abolit l'appropriation. D'accord, oui. Et le fétichisme de la marchandise, comme stade ultime de l'aliénation et de l'impuissance, c'est la tyrannie supérieure de l'appropriation, c'est donc la tyrannie supérieure des perversions de l'appropriation, et la relation d'éros, qui est totalement annihilée par la relation de chosification, par la relation de réification, elle produit, et par substance déterministe radicalement obligatoire, la dynamique de prédation et d'avalement de l'autre. C'est le danger de l'autre assujetti et soumis. C'est donc la dimension supérieure de la domination réalisée du fétichisme de la marchandise, et si la domination réalisée du fétichisme de la marchandise est accomplie, ça signifie que Eros est absorbé par Thanatos, et que un nombre incalculablement élevé de relations dites amoureuses sont en fin de compte des relations de prédation pathologique adéquates au monde de la marchandise. D'accord. Bah ça c'est déjà, enfin c'est bien, vous avez bien développé là. Je pense que ça. Par rapport à ce que vous m'aviez dit, comment s'en sortir? Ouais. Alors comment s'en sortir? Si précisément la prédation des structurantes et l'expression du fétichisme de la marchandise, la seule sortie de la prédation colonisatrice de la perversion narcissique, c'est le positionnement radical, anti-fétichiste et anti-marchand. C'est donc la perspective radicale révolutionnaire d'une réappropriation d'Eros. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir au cabinet, qui étaient totalement écrasés par l'expérience fétichiste de la marchandise telle qu'elle s'était incarnée dans la perversion
narcissique. Les gens en ressortaient totalement vidés. Ouais. Et donc, ils en étaient vidés parce que justement, comme le dit Marx, le capital est un vampire et le prédateur du capital vampire est lui-même un vampire. Il ne peut vivre dans sa relation aux autres qu'en en suçant les rêves, qu'en en suçant le sang, qu'en en suçant la vie. Donc la personne qui vient me voir au terme de cette expérience historique, elle ne peut s'en sortir dans une élucidation théorique et pratique que si elle reconduit un processus de réappropriation vitaliste par laquelle l'énergie confisquée va être reprise. Mais pour reprendre l'énergie confisquée, il ne faut pas simplement tuer symboliquement le prédateur par un acte de rage, de colère, de conscience et de compréhension. Il faut radicalement comprendre que notre réappropriation dans ce cas de figure, elle est substantiellement antithétique à la dictature démocratique de la valeur fétichiste. Donc, il ne peut pas y avoir de réappropriation sur le terrain des combinatoires artificiels psychologisants du capital. Il ne peut y avoir de réappropriation radicale, c'est-à-dire vraie aux racines de la racine, que par un acte d'élucidation philosophique radicale qui abolit toutes les aliénations et bien évidemment toutes les aliénations factices de la restructuration psychologique du capital. Je ne peux me réapproprier mon existence si j'ai subi cela que si j'en comprends la racine historique des profondeurs. Donc je ne vais pas restructurer la surface des choses dans une combinatoire psychologiste débile pour simplement aller mieux dans le fond. Ouais, bien sûr. Il va falloir que j'aille à la profondeur du vrai, dans le vrai des profondeurs. Donc là, je retombe, entre guillemets, je retombe sur Hegel et la problématique de la conscience malheureuse. Sortir d'une expérience d'emprise, c'est sortir de la géographie historique de cette emprise par une claire compréhension historique que ce qui m'arrive est une problématique universelle et non pas une problématique individuelle, que ce n'est pas le scénario familial ou le scénario conjugal qui va me permettre de comprendre ce qui m'est arrivé, que c'est la problématique du scénario universel tel qu'il a construit aliénatoirement ces scénarios familiaux, sociaux, professionnels, et c'est à partir de là qu'en ayant une claire conscience historique des enjeux aliénation, désaliénation, l'homme ou la femme qui a subi cette emprise domesticatoire va pouvoir enfin faire vibrer l'arc de vie dont nous parlions tout à l'heure à partir d'Héraclite et tuer la mort en lui, tuer la mort que le vampire a mis, puisque le vampire, pour prendre la vie, a bien évidemment laissé son empreinte qui est la mort. Ouais, d'accord. Mais du coup, après, le souci majeur qui se pose, c'est que les gens se retrouvent tellement abîmés qu'il il y a constamment des retours en arrière et des fois, il y a peut-être même une emprise qui devient justement trop... Enfin, il n'y a rien d'irrémédiable de toute façon à partir du moment où on est en rébellion, j'imagine, vis-à-vis de ce qui nous est arrivé. Mais des fois, il y a des gens qui sont relativement coincés, en fait, dans tous ces schémas-là. Et ils deviennent eux-mêmes des pervers, en fait, quelque part. Bien sûr, mais c'est pour ça que, si vous voulez, le seul antidote ontologique à la perversion, à l'emprise, au fétichisme, à la domestication, c'est la puissance jouissive d'Eros. Ce qu'il faut, et alors là, on est dans Hegel avec la dialectique de l'asservissant et de l'asservi, et on retrouve aussi quelque part la Boétie avec le traité de la servitude volontaire. Ouais. Ça tombe bien, si vous voulez, parce qu'en ce moment, j'ai plusieurs cas, entre guillemets, d'écrasement pervers narcissique fétichiste. J'ai un cas très intéressant de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail, et j'ai un autre cas qui se positionne dans une relation dite amoureuse, alors qu'elle est précisément thanatique. Et ce que l'on voit, et c'est ce que je positionne justement à partir de Hegel et de Marx, c'est que
vous vous rappelez, puisque vous avez lu la phénoménologie de l'esprit, Ah, j'ai que pas quelque fini. part, enfin, vous avez amorcé le mouvement, Ouais. mais quelque part, la Boétie et Hegel, dans des positionnements différents, aboutissent à un constat relativement similaire quand ils nous disent que c'est jamais, entre guillemets, le maître qui fait l'esclave, mais c'est l'esclave qui fait le maître. Mm. La personne avec qui je travaille en ce moment en élucidation philosophique sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail est arrivée à un point extrêmement important parce qu'elle comprend que si ça ne l'a touché, elle, dans l'espace où ça ne l'a touché, et que ça n'a pas touché ses deux autres collègues, c'est pas par hasard. Il y a une loi de programmation historique, il y a un déterminisme qui fait que ce qui arrive nous arrive parce que cela nous ressemble, parce que cela nous correspond. Le prédateur qui a, entre guillemets, frappé pour ce cas d'espèce, n'a pas frappé par hasard. Il a frappé parce qu'il a reniflé dans sa représentation pathologique anti-érotique qu'il pouvait, sur le terrain fétichiste de la marchandise, des représentations, des séductions, des faux-semblants, hameçonner cette femme-là. Donc, il a détecté à la fois la beauté, la fragilité, et il a surtout diagnostiqué la parfaite concordance possible, le moment, la situation et la quasi-assurance qu'il allait aboutir. Mm. Donc, il y a des lois de concordance. Thanatos n'attaque jamais Eros dans sa puissance. Ouais. Thanatos attaque toujours un Eros fragile, en perte de lui-même, en interrogation, en déperdition ou en déboussolement. Mm. Il a, dans ce cas d'espèce, agressé cette femme parce qu'il a diagnostiqué qu'il n'y avait pas en elle les forces de résistance à la fois théoriques et pratiques qui permettaient de l'écarter. Et quand on a ensuite davantage creusé la problématique, elle s'est rendue compte qu'elle avait une collègue qui était aussi jolie qu'elle, mais qui n'avait pas, en quelque sorte, les mêmes armatures de résistance possibles. Mm. Et le prédateur en question l'a choisi elle, et pas sa collègue. Et il a d'emblée écarté sa collègue. Ouais, d'accord, ouais. Parce que même s'il n'avait pas lu Hegel, même s'il n'avait pas lu Marx, même s'il n'avait pas lu les présocratiques, dans le mécanisme de prédation thanatique, il avait flairé la résistance ici et la faiblesse là. Ouais. Et j'ai la même problématique dans une relation donc la conjugale où j'ai deux sœurs qui en plus c'est un cas relativement intéressant, ce sont deux sœurs jumelles. D'accord. Ouais. Et donc là on a en plus une très forte ressemblance physique. Et il s'avère que le poids des circonstances historiques a particulièrement fragilisé l'une des sœurs. Et là, le lieu de prédation, là encore, il s'est mobilisé, il s'est structuré, il s'est organisé et il a choisi la plus fragile. Mm. Parce que la plus forte, bien évidemment, n'était pas matière à prédation. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, la première chose que l'on fait dans le cadre de notre travail d'élucidation philosophique, pour faire effectivement œuvre de surgissement historique producteur, c'est d'analyser le pourquoi. Je ne peux pas sortir de mon aliénation, de ma domestication et des effets dévastateurs de mon emprisonnement dans une relation amoureuse factice si je ne comprends pas que cette relation-là, dans tout ce qu'elle a pu avoir d'épouvantable, correspond à une nécessité historique dans le cadre des circonstances de mon évolution, telle que je suis moi-même aliéné, c'est-à-dire dessaisi de ma substance. Qu'est-ce que nous dit Marx dans les manuscrits de 44 ? L'homme aliéné est un homme dessaisi. Et
qu'est-ce que l'aliénation dans une relation amoureuse factice, c'est-à-dire dans une relation fétichiste de prédation marchande? C'est bien évidemment une expérience par laquelle une puissance thanatique va réussir à s'emparer d'un Eros dessaisi de lui-même. Oui, tout à fait. Donc, le commencement de ma réappropriation de conscience et d'exigence et d'existence, c'est de comprendre que ce qui m'est arrivé témoigne d'une réalité de dessaisissement. Donc, je ne vais pas m'en sortir par des équations cérébrales, par des compréhensions formelles, mais là encore, par une compréhension charnelle des profondeurs de mon être. Donc du coup, une pratique, quoi. Et surtout, une réappropriation tripale de ce qu'est Eros. Mais alors ça, il y a des gens qui sont tellement abîmés que bon, c'est un chemin, quoi. Alors c'est un chemin, mais c'est un chemin qui se fait d'abord par le dialogue. Mais le dialogue, pas la parlerie. Le vrai. Le logos. Alors je ne dis pas à tout le monde de venir au cabinet parce que je ne pourrais pas prendre tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que même avec des tiers, ce qui est très très important, c'est de parler. C'est-à-dire que je ne peux sortir d'une expérience d'écrasement que si je comprends que j'ai été écrasé parce que ma puissance de résistance n'a pas pu tenir le choc. Ma puissance de résistance n'a pas pu tenir le choc parce que ma puissance de résistance est annihilée par une représentation dans le monde des échanges narcissiques du fétichisme de la marchandise qui a conduit à ce que de plus en plus nous soyons désérotisés et que toute notre force d'éros soit reconvertie dans la mécanique des sexes, dans la mécanique aliénatoire des représentations narcissiques. Donc le commencement du commencement, c'est de comprendre que je dois me ressaisir en Eros, c'est-à-dire que je dois accomplir l'œuvre de réappropriation de mon être générique. Et bon, les deux cas dont nous parlions à l'instant sont des cas sur lesquels on a avancé en fertilité, on a avancé en compréhension, et je retrouve maintenant des êtres qui sont en confiance d'eux-mêmes parce qu'ils sont en conscience d'eux-mêmes. Ils ont compris la problématique aliénation des aliénations, ils ont compris la problématique conscience-domestication, et ils ont compris que la perversion narcissique était une problématique historique, de la même manière que la manipulation terroriste existe, de la même manière que la manipulation monétaire existe, la manipulation psychiste fait partie de l'ordre du monde. Manipuler monétaire, le manipuler terroriste, le manipuler psychique, dans la crise supérieure de la domination de la marchandise advenue, tout est devenu manipulation parce que tout est devenu crise de la représentation. Et dans cette crise de la représentation, Eros est totalement écrasé par Thanatos, puisque la subversion se voit à tous les niveaux écrasée par la domestication dans sa crise ultime. Donc il y a un gigantesque conflit mondial, monétaire, terroriste, économique, commercial, mais ce gigantesque conflit, cette gigantesque fracture qui se répand de par le monde à tous les niveaux de l'histoire, des forces productives de l'histoire, et on la retrouve bien évidemment dans un gigantesque concentré sur le marché narcissique des échanges individuels. Donc aujourd'hui, dans ce gigantesque marché narcissique des échanges, où des hommes et des femmes se rencontrent pour échapper à la solitude, pour essayer d'entrevoir une expérience affective. Bien évidemment, le fétichisme de la marchandise est là, dans un concentré gigantesque, et on a une gigantesque production de prédation qui fait qu'aujourd'hui, c'est un combat de radicalité que de comprendre cette réalité, parce que c'est cette réalité, dès lors qu'elle est comprise, qui permet de comprendre ce qu'est l'amour vrai, ce qu'est l'amour faux, ce qu'est Eros vrai, ce qu'est Eros faux, ce qui est Thanatos vrai, et donc Thanatos dissimulé. Ouais. D'accord. Bon bah super. Bon après, je vais pas avoir beaucoup plus de place parce que l'enregistrement là, ça prend énormément de place sur mon ordinateur, donc je vais peut-être être obligé de d'écourter un peu l'entretien, mais Vous voulez. et de toute façon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après,
ce qu'il faudrait aussi dire pour les personnes, même si j'aime pas trop ce mot-là, qui sont victimes, c'est non pas non plus de rester dans le carcan victimaire, quoi. Donc, si vous voulez, la chose la plus importante, c'est de comprendre que la chose la plus belle qui nous est donnée de rencontrer, c'est la vie. C'est pas la vie qui est moche, c'est la société du capital qui est atroce. J'ai des gens qui me disent, mais la vie c'est horrible. Non, la vie n'est pas horrible, elle est merveilleuse, la vie. Les gens qui ont vécu ces expériences-là n'ont pas vécu une expérience de vie qui a, entre guillemets, échoué. Ils ont vécu une expérience de mort qui a réussi. C'est l'inverse. Donc, la vie et cette relation aux autres qui est merveilleuse, qui est puissance, qui est volupté, qui est tendresse, qui est enrichissement, qui est conscience. Donc, ce qui est très très important, c'est de comprendre que quand quelqu'un a vécu cette expérience-là, la seule manière pour lui d'en sortir, c'est de comprendre qu'il a vécu une détermination historique inévitable dans l'ordre de l'aliénation contemporaine. Donc, il est absolument pas coupable de ce qui lui est arrivé, et donc le statut victimaire, qui voudrait dire qu'il y a une connexion logique inévitable, doit être analysé au sens où elle était inévitable dans le champ de l'aliénation marchande, mais à partir du moment où cette personne entreprend d'avoir un regard critique, on quitte le champ de l'inévitable. La relation de prédation était inévitable. Dans l'aliénation du fétichisme de la marchandise, qui fait de nous des étapes circulatoires, et donc des soumissions cristallisées, mais dès lors que je découvre Eros, dès lors que dans ma tripe, je comprends que jouir, en vérité, c'est l'antithèse radicale des faux plaisirs, des fausses sécurités, des fausses consolations, des fausses antisolitudes, j'articule quelque chose de radicalement subversif, qui est la joie en Eros, qui est la conscience en Eros, qui est la volupté en Eros, et c'est donc mon émancipation qui est en mouvement. Donc, le cheminement le plus positif de la philo-analyse à ce moment-là, c'est que précisément, j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte avec quelque part un statut victimaire, mais par le biais de l'analyse philosophique radicale qui positionne la dimension historique du problème, j'ai quelqu'un qui, au terme de plusieurs séances d'analyse, va sortir de cette expérience-là à partir d'un saut qualitatif qui nie le donné initial et qui, à partir d'une conscience subversive de l'histoire, lui permet de comprendre l'histoire qui lui est arrivée, et elle se transforme, non pas parce qu'elle a compris cognitivement, parce qu'elle a compris cérébralement, parce qu'elle a produit une équation mathématique du « je ne veux plus être une victime », mais elle cesse de pouvoir être une victime et d'être une victime parce qu'elle s'est réappropriée la joie charnelle du véritable érotisme émancipé qui fait qu'elle sait désormais que plus jamais il n'y aura ça, parce que non seulement elle ne le veut pas, mais qu'elle a totalement liquidé et invalidé l'expérience qui l'avait envahie. Elle s'est décolonisée. La prédation narcissique est un acte de colonisation qui s'empare de mon territoire émotionnel, de mon territoire sexuel, de mon territoire imaginaire, de mon territoire historique. L'acte de conscience radicale qui renverse le donné initial est un acte de décolonisation radicale qui fait que même mon corps est nettoyé de cette prédation, parce que par ce renversement infini qui fait que Eros se retrouve en véritable conscience, l'intelligence d'Eros devient un Eros d'intelligence qui balaye tout, qui liquide tout. C'est une tempête subversive. Ouais. Bon, bah super ça. Très bien. Mais du coup, vous voyez vraiment, enfin, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais en général, ces personnes-là parce que j'imagine que vous avez dû recevoir des personnes qui ont été relativement écrasées, vous voyez une vraie différence au bout de quelques temps, c'est-à-dire au niveau de la libération mentale des pollutions, quoi. Alors, si vous voulez, la chose la plus essentielle, c'est de pouvoir mettre des mots d'intelligence sur les expériences de la sensation, sur les expériences de la douleur, sur les expériences de la blessure. Quand Hegel dit
Comprendre, c'est agir. Comprendre, c'est agir. Donc, comprendre l'emprise que j'ai subie, c'est définitivement la liquider. Il y a deux comprendre. Il y a le comprendre formel et il y a le comprendre réel. Tant qu'on est dans l'ordre d'une discussion et que finalement, on formalise les choses dans un débat théorique, même si les choses vont mieux, elles ne sont jamais résolues. Il faut qu'il y ait une reconquête charnelle de l'incarnation charnelle. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette opposition entre les deux verbes, le skio et le sapio. Le skio est un savoir cérébraliste qui a donné la science, la schizoïdie, et qui est donc un découpé de rentabilisation, et le sapio, qui est le savoir de la saveur, de la sapience et de la jouissance. La conscience radicale est une conscience théorico-pratique par laquelle la personne qui a subi ça se réapproprie sa jouissance. Avant d'être un acte d'intellection, c'est un acte de jouissance. Je reprends conscience que je suis un éros. Je reprends conscience que je suis une jouissance, que j'ai un corps, que j'ai une dignité, que j'ai une volonté, que j'ai une transcendance, que j'ai une puissance. Donc, c'est parce que je déploie cette puissance que je sais que plus jamais je n'aurai besoin d'une représentation. Donc, je casse le marché narcissique des échanges pathologiques propres au fétichisme de la marchandise. Je comprends qu'une relation vraie est possible en ce monde, malgré toute sa pourriture, si je suis dans une dynamique de richesse intérieure, de richesse extérieure, et que je reprends conscience de ma volupté. C'est pour ça que j'en reviens toujours à l'être générique. La chose la plus belle au monde, c'est Eros. Le capital, on a fait la chose la plus écrasée. Il l'a reconverti en chosification, il l'a reconverti en réification. Donc, à partir du moment où je renverse le renversé, je déchire la déchirure. Et c'est là où la problématique hegelienne et la problématique de Marx est décisive. Je renverse le renversé, j'inverse l'inversé, et je déchire la déchirure. Et donc, à partir de là, les gens, au terme de l'analyse, considèrent qu'ils ont solutionné, parce que c'est pas cérébral, c'est charnel. Au bout de l'analyse philosophique, j'ai une réappropriation du corps par le corps, j'ai une réappropriation de la jouissance par la jouissance, et je me souviens d'une patiente qui m'avait dit « J'ai enfin écrasé la fragilité ». J'ai enfin écrasé la fragilité. Parce que dans le cadre de l'expérience de prédation dont vous m'avez parlé, sur laquelle on a discuté, j'ai subi ce que j'ai subi, parce que je me suis défini dans ma caractéristique essentielle comme une fragilité, et c'est parce que je me suis défini dans ma fragilité existentielle comme telle, que l'autre a pu me vampiriser, m'écraser, me coloniser. Donc, à partir du moment où je casse la représentation fragilité, que je casse la représentation refuge, que je casse la relation inégale, donc je casse toute cette inéquivalence, je redeviens un vrai moi-même, je deviens une substance, une puissance et une force, j'ai la puissance de ma volonté, j'ai la volonté de ma puissance, mon éros est réapproprié, c'est les manuscrits de 44, plus jamais personne ne pourra toucher à mon éros pour en faire autre chose que la volupté de ma volupté. Et donc, si vous voulez, là, on est effectivement dans une gigantesque tempête ontologique. Enfin, je respire. Ouais, bien sûr. Bon, bah c'est bien là. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. J'espère.